donc effectivement, moi je viens vous présenter le travail d'AVSF, Agronomes et Vétérinaires sans frontières, que je vais vous présenter très rapidement juste après. Donc sur un travail notamment en Afrique de l'Ouest sur la réduction des pesticides et le travail avec les paysans et les organisations de producteurs, grâce au déploiement de pratiques agroécologiques. Alors, en introduction, quand même, pour que vous situiez, moi, je ne suis pas salariée à VSF, je suis administratrice à VSF. Et puis, je suis dans le groupe de travail interne qui existe à VSF sur la réduction des pesticides. Mais je vais tâcher au mieux de vous présenter ou surtout de répondre aux questions que vous pourriez avoir sur AVSF. Mais voilà, je suis moi, on va dire, bénévole AVSF. Je travaille sur les pesticides, mais en France, pas plus qu'à l'étranger. Donc rapidement, AVSF, c'est une ONG de développement agricole, de développement international. J'imagine qu'un certain nombre d'entre vous connaissent quand même son travail, donc je ne vais pas m'étendre. Ce qu'il faut retenir quand même, c'est que AVSF travaille beaucoup sur des thématiques de développement rural, d'appui à l'agriculture paysanne. Et donc, comme son nom l'indique, il y a une partie agronomie où on a des équipes agronomes et des équipes vétérinaires. Alors ça, c'est important que je vous le dise. Je vais beaucoup parler pesticides parce que c'est le thème du workshop, mais on adopte vraiment l'approche One Health. Donc, nous, on intègre la réduction des intrants médicaments vétérinaires à la réduction des pesticides d'une manière générale. AVSF fait aussi ce qu'on appelle du plaidoyer, donc au nord comme au sud, pour la défense de l'agriculture paysanne. Et c'est une ONG spécialiste, une ONG experte, donc qui travaille beaucoup sur les enjeux techniques avec la production de références pour faire de la montée en compétences globalement au nord comme au sud. Bon, ça, c'est les chiffres, vous les avez. Je vais passer très vite dessus, mais on est présent dans plus de 20 pays, Afrique, Amérique latine et Asie. Donc là, mes exemples seront surtout tournés vers l'Afrique. Mais sachez qu'on intervient dans d'autres projets et on a des liens avec beaucoup d'autres structures. On fait partie notamment du GTAE, du groupe de travail sur les transitions agroécologiques, que vous devez connaître peut-être que vous devez connaître surtout sur la partie Afrique. Voilà, si vous avez des questions, on pourra y revenir. Et donc, ça, c'est la présence d'AVSF. Et donc, les exemples que je vais vous montrer sont plutôt donc, sur cette zone bleue d'Afrique de l'Ouest. Donc, en gros, les constats d'AVSF travaillant sur le terrain avec les paysans, avec les organisations de producteurs, c'est qu'il y a un besoin criant de formation, sensibilisation déjà sur les risques des pesticides et ensuite sur leurs alternatives. Donc, rapidement, le graphe que vous avez à gauche, que vous avez peut-être vu passer, donc c'est des données FAO, hein, c'est l'importation donc en volume financier, pas en volume, mais ça suit la même chose, mais des pesticides en Afrique de l'Ouest. Donc, on voit une augmentation criante. Très souvent, ces pesticides entrent par les filières industrielles que sont café, coton, cacao, et après se disséminent comme des taches d'huile autour de ces zones agricoles, mais aussi à travers les frontières de plus en plus, parce que les contrôles sont vraiment quasi inexistants. Et donc, le manque de connaissances ou on va dire, de formation des agriculteurs. Donc là, vous avez une image d'un paysan qui stocke son lait à gauche dans un bidon d'herbicide et puis qui le sert dans un bidon d'huile de moteur. Donc, on est quand même sur une absence de connaissance de risque qui est vraiment grave. Et également, ça intervient au niveau des traitements. Donc là, on voit, comme on en voit beaucoup en Afrique de l'Ouest, des gens qui vont traiter sans protection aucune, parfois par grand vent, et donc avec des contacts vraiment très importants, des produits phyto, des pesticides par la peau, l'inhalation, etc. Donc, faisant ce constat, AVSF a travaillé. Ah, ça y est, j'ai ma vidéo, merci. A travaillé depuis plus de 2 ans avec un groupe de travail interne dont je fais partie, côté conseil d'administration, et des équipes salariées et d'autres bénévoles font partie, sur un guide à destination des paysans, mais surtout à destination des techniciens ou des accompagnants de collectifs de paysans. Et l'idée, c'est vraiment de faire de la montée en compétences. Donc, à la fois, donc, vous le verrez, ce guide, il est librement accessible, ça c'est très important, librement téléchargeable. On a même
la volonté d'en faire quelque chose de très collaboratif. Donc déjà, il est en total open source, c'est-à-dire que vous pouvez le télécharger en Word, vous pouvez modifier complètement les choses pour l'adapter pour vos formations, etc. Il y a des supports de présentation aussi, type PowerPoint. Et on va surtout en faire une deuxième version amendée avec des contributions qu'on nous aura fait part et avec les retours d'expérience de l'utilisation sur le terrain. Donc, il y a une partie sur les risques des pesticides et puis une partie sur les alternatives, évidemment, et également une partie sur le plaidoyer ou comment aider les OP à essayer d'implémenter des politiques publiques favorables à l'agroécologie. Donc, j'ai remis juste sur la diapo des relectures ou des contributions qu'on a eues. Donc, pour montrer les liens, il y a un certain nombre d'entre vous, en tout cas du CIRAD ou de l'IRD, qui ont participé ou qui ont relu le guide dans sa version pré-finale. Et puis là, maintenant, on est dans la phase de dissémination, on va dire, sur le terrain, de formation. Parce que l'idée, ce n'est pas juste de faire un guide papier, et puis c'est bien de le faire vivre et de l'utiliser comme un support de formation. Et donc, il y a des formations en ce moment même qui sont faites au Mali. C'est d'ailleurs pour ça que Bertrand Mathieu, qui devait faire cette présentation, n'a pas pu venir aujourd'hui. Et on en fait une la semaine prochaine en Côte d'Ivoire. Il y en a une autre en Sénégal qui va avoir lieu début janvier. Voilà. Et globalement, comment on travaille avec les paysans à AVSF, donc en plus de ce guide qui sert de support et de compilation des données, on est vraiment dans une approche, je déroule tout, dans une approche participative. L'idée, c'est vraiment d'encourager les paysans à faire de l'expérimentation et à échanger entre eux, parce qu'ils vont tous un peu tester des pratiques ou des choses, parce qu'ils connaissent, il y a un savoir paysan assez fort, un savoir local sur l'utilisation des plantes notamment. Et l'idée, c'est de compiler tout ça, d'échanger et puis de partager. Vous voyez par exemple sur la photo en bas, là, on partage des recettes, en gros, de biopesticides, donc de fabrication artisanale, et on va aller le tester avec les paysans, avec différentes modalités, avec des témoins, etc., pour leur apprendre à mesurer en fait l'efficacité de ce qu'ils vont pouvoir tester. On utilise les technologies qui sont disponibles, c'est-à-dire WhatsApp énormément, mais aussi Google tout simplement pour aller identifier, ou des applications pour aller identifier des ravageurs, des maladies, des plantes, etc. Même chose avec un champ école. Donc là, on est plutôt sur une parcelle sur des pratiques de maraîchage, donc avec les femmes, où on est exactement sur la même dynamique, c'est-à-dire de l'appropriation, de l'échange, de l'expérimentation directement par les paysans et du partage de ces expérimentations-là. Et globalement, donc en plus de ce travail qui est fait directement avec les paysans, en fait, les actions pour déployer l'agroécologie dans ces pays, en tout cas dans les pays d'intervention d'AVSF, et en contrepartie de limiter l'arrivée des pesticides et l'usage massif des pesticides, il se fait ou doit se faire sur différents niveaux. Donc évidemment, le premier, c'est au niveau des paysans, qui sont les premiers utilisateurs des pesticides, où là, il y a besoin vraiment d'accompagnement technique et économique, des données technico-économiques, notamment effectivement sur les coûts ou même le temps de préparation que peuvent représenter les biopesticides. Tout ça, enfin, plus les PNPP, les préparations naturelles peu préoccupantes. Tout ça, il faut le chiffrer, il faut accompagner les paysans à utiliser ça et puis eux-mêmes à s'informer et à être capables aussi de résister, entre guillemets, à l'utilisation des pesticides qui, en fait, qui arrivent chez eux de manière massive. Il y a un gros travail aussi à faire au niveau des organisations de producteurs. Donc, ils ont besoin d'outils, ils ont besoin de support financier, technique. Ils ont besoin de liens avec la recherche également. Nous, on essaye, on leur a montré beaucoup d'exemples d'utilisation de biocontrôle, notamment de macro-organismes, des trigogrammes, etc. L'idée, c'est que ce soit des choses qu'ils peuvent refaire chez eux. Donc, il n'y a pas besoin forcément d'aller toujours acheter les macro-organismes qui peuvent les redévelopper, mais pour ça, il y a un besoin déjà d'alternatives, il y a un besoin de recherche, de transfert de la recherche, et également un besoin de connaissance des ravageurs. Les cycles de vie des insectes ravageurs et auxiliaires sont encore très peu connus, et il y a vraiment un manque criant de connaissances à ce sujet-là, bien qu'il y ait des gens qui y travaillent, et bien sûr, c'est tant mieux. Il y a besoin aussi, par exemple, de soutien, c'est tout simple, mais à de la petite mécanisation.
S'il n'y a pas d'outil de binage, forcément, quand on propose un herbicide qui est pas cher ou bon marché, on a tendance, en tant que paysan, à appliquer un herbicide dont on nous dit en plus de ça qu'il est miraculeux et puis inoffensif. Et évidemment, un troisième levier au niveau des politiques nationales et régionales, on va dire. Donc là, il faut à la fois augmenter les contrôles, favoriser les alternatives, notamment avec des mises en place de faveur, des incitations économiques. Hein. Les produits de contrôle coûtent extrêmement cher par rapport aux pesticides conventionnels, surtout souvent frelatés ou autres. Et il faut, en plus de ça, réussir à appliquer, on va dire, une sorte d'harmonisation politique. Il y a l'exemple, par exemple, du Togo qui a interdit en 2019, il me semble, l'herbicide, le glyphosate. Mais dans les pays voisins, l'herbicide n'est pas interdit, le glyphosate n'est pas interdit. Et donc, on retrouve énormément de glyphosate au Togo parce que les frontières sont très poreuses, que les marchands de pesticides ont pignon sur rue et que c'est très facile de s'en procurer. Voilà ce que j'avais à vous montrer. Merci beaucoup Amélie, on vous voit enfin, donc c'est mieux. Alors, votre présentation est intéressante parce qu'elle montre la complexité et l'immensité de la tâche. Et si on fait la comparaison avec ce qui a été dit précédemment par Luc sur le fait que finalement la rentabilité était déterminée par le niveau de rendement, là, est-ce que vous avez mené des analyses, j'imagine, économiques et est-ce que, là vous disiez à l'instant que les biopesticides c'était très cher, est-ce qu'on a des cas d'études où on voit que ça fonctionne économiquement parlant au-delà des solutions techniques qui ont été montrées précédemment? Donc ça serait ma première question, et puis pour lancer la discussion avec la salle. Ça marche. Alors sur les analyses technico-économiques, on va dire, oui, je vous encourage à aller sur le site d'AVSF qui publie toutes ces références, donc vous pourrez voir ça. Mais sur les projets notamment du Mali, là, dont sont issues les illustrations, les photos de la présentation, évidemment que le coût des bio-intrants, on va dire, c'est quelque chose qui, enfin, si ce n'est pas étudié, si ce n'est pas discuté avec les paysans, on est inaudible. Donc, évidemment, ça rentre en ligne de mire. Alors, il faut distinguer les produits, on va dire, en fait, de biocontrôle qui sont très chers. Donc, c'est des produits qui sont commercialisés par des entreprises locales, notamment une entreprise qui s'appelle Éléphant Vert qui commercialise ces produits. Ça, c'est extrêmement cher et je pense très peu utilisé quand même par les paysans ou les petits paysans. On est plus sur de l'utilisation au niveau de filières un peu mieux structurées. Mais c'est pour ça qu'à AVSF, on développe les biopesticides, donc plus PNPP, en fait, de fabrication artisanale, c'est-à-dire on va utiliser les plantes qui sont disponibles, qui sont autour, qui sont connues d'ailleurs par les paysans directement pour avoir des vertus insecticides, fongicides. Notamment, on utilise beaucoup de piments, où il y a aussi de l'utilisation d'huile de Nîmes, avec les précautions quand même qui sont nécessaires. Et là, donc, le coût, il est moindre, voire inexistant. On est plutôt sur du temps de travail et de la faisabilité, du temps d'application, et puis surtout du temps de fabrication, parce qu'il faut l'anticiper, ça se fabrique la veille en général pour aller traiter, etc. Donc ça, oui, c'est évidemment pris en compte et ça fait partie intégrante des choses qui sont étudiées avec les paysans et expérimentées avec eux. Ok, la question du coût d'opportunité. Oui, Nathalie Jass. Bonjour. Merci pour votre présentation. Merci pour votre présentation. J'ai une question. J'ai deux questions en fait. La première, c'est que vous employez presque exclusivement le mot paysan, donc au masculin. Et dans les zones dans lesquelles vous travaillez, vous intervenez, en tout cas celles que vous avez présentées en Afrique de l'Ouest, une grande partie des gens qui travaillent, ce sont des femmes, voire dans des zones, c'est essentiellement des femmes qui travaillent, en tout cas en petite agriculture. Et dans les zones salariées, je ne sais pas, dans certaines formes de production, c'est aussi essentiellement des femmes. Et ça a deux implications. Ce n'est pas simplement une remarque sur le fait, c'est pourquoi est-ce que vous employez ce mot? Est-ce que vous adressez essentiellement aux hommes quand vous travaillez dans ces zones-là?
Et ça veut dire aussi, est-ce que vous ne réfléchissez pas à des modalités de formation, d'intervention, de développement, par exemple pour l'outillage, qui soient aussi conçues et pensées avec ces femmes qui travaillent? Ça m'a un petit peu... et d'ailleurs, sur une des photos, on voit que vous formez des femmes. Mais dans la manière dont vous le présentez, on a l'impression que vous vous adressez essentiellement et vous ne travaillez essentiellement qu'avec des hommes. Et je pense que ce n'est pas simplement rhétorique, c'est que ça a des implications assez concrètes sur comment on pense et on monte ces opérations. Et la deuxième question, c'est, vous avez parlé du biocontrôle, enfin de l'utilisation d'insectes. C'est quelque chose à laquelle je me suis intéressée dans d'autres contextes. Et s'il y a des insectes qu'on peut introduire et qui peuvent s'autogénérer, enfin se reproduire, on peut créer des écosystèmes. D'autres nécessitent des réintroductions régulières. Et ça nécessite des biofabriques, enfin de fabriquer des insectes, de les produire, de les réinstaller. Donc est-ce qu'il y a vous participez au développement d'infrastructures qui peuvent être faites par les agriculteurs et les agricultrices elles-mêmes? On a des zones où ça se fait, mais ça nécessite des formations aussi, et ça nécessite un minimum d'apprentissage technique sur l'élevage d'insectes, et c'est pas si évident que ça a priori. Donc, et notamment les trichogrammes, c'est des insectes qu'on doit élever, donc on ne peut pas qu'ils ne se reproduisent pas. C'était Merci. Amélie, vous avez des éléments de réponse avant qu'on passe à d'autres questions? Oui, oui, tout à fait. Alors, sur la question des femmes, des paysans et des paysannes, alors du coup, je m'excuse, c'est plus dans ma présentation, moi, qui n'ai pas été assez précise. Évidemment, on travaille avec des paysans et des paysannes. C'est évident, et effectivement, c'est pas juste de la rhétorique, c'est de l'organisation aussi des filières et des villages là-bas qui sont organisés ainsi. Moi, de ce que j'en sais, on est surtout sur une organisation par filière, c'est-à-dire que j'ai surtout parlé de paysans parce que les exemples sur le coton, en général, les filières de rente sont plus gérées par les hommes, alors que le maraîchage et le petit maraîchage sont plutôt gérés par les femmes. Alors qu'on travaille, nous, les deux diapos que je vous ai montrés avec des photos, il y avait un exemple sur le coton et un exemple sur le maraîchage, donc avec des hommes, des paysans, et avec des femmes, des paysannes. Et évidemment, c'est hyper important de pouvoir travailler avec ces deux, déjà ces filières différentes, mais ces populations différentes. Par exemple, sur les risques des pesticides, on a remarqué que globalement, les femmes sont beaucoup plus sensibles à la question du risque de l'utilisation, c'est-à-dire des maladies qui peuvent arriver ou des intoxications. Et on arrive beaucoup plus à parler de ça avec les femmes qu'avec les hommes. À l'inverse, avec les hommes, on va beaucoup plus parler. Il y a des sujets qui vont les toucher plus, ou enfin, voilà, il faut qu'ils aient une plante en coton qui a l'air en bonne santé, donc il faut travailler avec eux sur cette question-là aussi de l'aspect. Enfin, donc c'est évidemment très différent. On travaille évidemment avec les deux, et c'est effectivement important de le signaler, donc merci pour votre question. Et sur la question des biofabriques, alors on n'en est pas du tout à là. Déjà, on est plus dans la phase d'identification des insectes, des auxiliaires, des macro-organismes qui pourraient aider. Là, dans le guide notamment, et je vous encourage à y jeter un coup d'œil. Et si vous connaissez bien, maîtrisez bien ces enjeux, on pourrait en discuter avec plaisir, parce que c'est évidemment un levier qui pourrait être intéressant à partir du moment où des solutions existent. Là, on est plutôt sur essayer de montrer tous les exemples qui existent, à la fois en termes pédagogiques pour aussi montrer comment fonctionne le cycle des auxiliaires, enfin le cycle de vie des insectes et du coup l'utilisation des auxiliaires, montrer que ça marche et puis effectivement montrer que ça peut être des vraies solutions commerciales ou en tout cas disponibles. Mais on n'a pas de lien avec des biofabriques, ou en tout cas on ne travaille pas là-dessus, mais je pense que c'est des pistes très intéressantes à partir du moment où un auxiliaire efficace a été identifié. Merci. Oui, Cher. Merci Amélie pour la très bonne présentation. J'ai deux petites questions. La première, c'est par rapport au temps de préparation. Moi-même, j'ai essayé d'utiliser l'Azadirachta, les feuilles et les fruits macérés. Il faut piler, il faut faire la décoction, il faut attendre le lendemain, il faut filtrer et il faut appliquer. Et finalement, ce qu'on obtient, c'est une sorte de décalage d'effet
et les mouches blanches reviennent après. Immédiatement, quand on le fait, effectivement, on n'a plus de mouches blanches sur les manguiers et autres que je cherche à développer dans mon petit jardin. Mais l'efficacité par rapport aux méthodes conventionnelles, est-ce que les propositions que vous faites constituent des solutions définitives ou bien ça retarde juste un processus? Donc ça, c'est la deuxième partie de la question. La première partie, c'est le temps de préparation. C'est très dur. La deuxième partie, c'est la stabilité du produit et son efficacité dans le long terme. Est-ce que vous avez des indications sur jusqu'à quel moment le Parkia biglobosa, les écorces mélangées avec les produits synthétiques ou bien l'azadiractine, qu'on trouve dans l'Azadiracta indica, mais il y a d'autres méliacées aussi, comme le Chaya sénégalisis, le Carapa procera, etc. Est-ce que vous avez aussi testé une combinaison de plusieurs produits pour avoir des effets large spectre, plutôt qu'un truc ciblé sur des attaques bien particulières? Juste quelques réflexions. Merci pour cette question. Alors, on est déjà toujours... Les projets sont en cours, hein, donc il n'y a rien de définitif et je pense que chaque jour qui passe, il y a des nouvelles recettes qui peuvent être étudiées et testées par les paysans et paysannes. Mais c'est effectivement des bonnes questions, ne serait-ce que parce que encore une fois, dans ces zones-là, les pesticides, ils sont partout. En tout cas, au marché, les pesticides, ils peuvent être achetés très facilement et la force des pesticides chimiques, c'est qu'ils sont souvent d'une efficacité redoutable. Donc, si on n'est pas du tout sensibilisé aux enjeux de santé et d'environnement, c'est vrai que ça peut être tentant d'utiliser des pesticides de synthèse, d'où la nécessité d'avoir effectivement des alternatives qui sont efficaces, ou en tout cas qui peuvent l'être. Mais on n'est pas dans la même approche, on est dans une approche systémique. Donc, alors effectivement, c'est des pesticides, des biopesticides qui prennent beaucoup de temps à faire, d'où l'intérêt d'essayer de travailler en collectif quand même, beaucoup, pour la préparation, le fabriquer pour tout le monde, plutôt que tout le monde le fabrique de son côté. Déjà, on peut gagner un peu de temps comme ça. Et après, sur l'application. C'est hyper important, ce que vous avez dit, ça m'a fait penser à la nécessaire gestion collective des traitements, surtout pour ce genre de produits. Parce qu'effectivement, si on a une parcelle de maraîchage découpée où chaque femme a sa parcelle, s'il n'y en a que la moitié qui traite une journée et le lendemain, c'est l'autre moitié qui traite, les mouches, c'est très simple, hein, elles apprennent très vite à aller sur la partie qui n'est pas traitée pour aller revenir après. Donc, il y a une nécessité de travail collectif et que tout doit être traité dans le même temps. Après, l'idée, c'est de travailler surtout, et c'est là la difficulté, mais l'intérêt, c'est de travailler à la multiplicité des méthodes alternatives. C'est-à-dire que les traitements à base de biopesticides doivent être couplés à de la connaissance des auxiliaires, retravailler du coup sur un écosystème qui accueille les auxiliaires de culture et qui vont pouvoir recréer un équilibre naturel. Donc, on travaille à l'échelle paysagère aussi. Ça, c'est hyper important. Et essayer de former aussi les paysans et les paysannes à la reconnaissance des insectes, ravageurs comme auxiliaires, pour pouvoir justement aller favoriser les plantes qui vont favoriser les bons, etc. Et donc, sur la stabilité et l'efficacité des produits, de ces produits-là de préparation naturelle, c'est effectivement des produits qui peuvent être moins efficaces, même s'ils peuvent être extrêmement efficaces, mais c'est de l'efficacité vis-à-vis des insectes, c'est de la toxicité aiguë, c'est direct. Donc, ce n'est pas des produits qui vont avoir de l'effet sur du long terme. Donc, effectivement, ça veut dire qu'il faut traiter régulièrement. Et en termes de stabilité, une fois qu'il est préparé, il faut, surtout si c'est fait de manière artisanale, il faut l'utiliser dès le lendemain. L'efficacité se perd jour après jour, effectivement, à l'inverse de produits du coup manufacturés, commercialisés par les firmes, que ce soit biocontrôle ou phyto ou pesticides. Mais le jeu en vaut la chandelle, quoi, ça vaut le coup. Et donc, il faut travailler beaucoup, il faut référencer, il faut tester surtout énormément, selon les conditions, selon les ravageurs, selon le stade de développement des insectes. Tous les produits ne fonctionnent pas de la même manière, donc il faut être très vigilant et faire de l'expérimentation et de l'observation surtout. Merci. On est un peu short, mais allez, une dernière petite question rapide. Oui, juste une remarque. Depuis hier, on aborde régulièrement le sujet des biopesticides. Et je voudrais quand même faire remarquer que ce n'est pas parce que c'est bio que ce n'est pas toxique ni pour le milieu ni pour les gens. Et on a souvent tendance à éluder cette situation-là.
Par exemple, le sel qui est utilisé en désherbage en Asie a des effets catastrophiques sur le milieu. Pourtant, et en plus, il a une DL50 qui est bien inférieure à celle du glyphosate. Mais on dit c'est bio, donc c'est pas dangereux. Donc attention à ne pas assimiler le terme biopesticide à quelque chose qui tue les insectes, mais qui n'a aucune conséquence sur la santé humaine. Donc il faut aussi étudier ça, et notamment l'huile de Nîmes est extrêmement toxique pour les humains.